Voilà, La Bombe, c'est un album qui a pris à peu près 5 ans à réaliser. C'est, je ne sais pas s'il y avait une petite animation, c'était chouette. Ça a commencé parce que j'ai 2 scénaristes avec moi. Laurent Frédéric Bollé, journaliste, moi, et Didier Alcante. Didier Alcante, scénariste de bande dessinée, qui, à 7 ans, a eu un échange d'élèves où est-ce qu'il a rencontré un petit Japonais. Ils sont devenus amis. Il est allé faire un voyage au Japon. Il était à Hiroshima et a vu cette fameuse ombre qu'on voit souvent de la victime sur les marches de la banque qui était presque vaporisée. On dit ça. Techniquement, c'est pas vraiment une vaporisation qui est arrivée, mais ça l'a vraiment marqué tout jeune. Donc, depuis ce temps-là, il réfléchit à ces événements-là. Quand il est devenu scénariste de bande dessinée, ben, c'est là qu'il s'est lancé, mais c'était un projet qui était vraiment énorme. Aussi, c'est son ami qu'on a rencontré parce qu'on a fait un voyage au Japon pour faire de la recherche. On est allé jusqu'à faire de la recherche directement au Japon parce qu'il faut penser que la culture est tellement différente de la nôtre qu'on ne se rend pas compte jusqu'à quel point il y a des petits détails qu'on peut manquer facilement. Donc voici son ami on est resté un petit peu en contact. Il nous a aidés pour la culture. Et puis pour l'histoire du Japon, il est historien, mais il est professeur en histoire de l'islam à Tokyo. Donc, c'est pas tout à fait le même champ, mais il reste que simplement d'avoir quelqu'un sur place pour nous aider, ça a été debout. Quand on arrive dans le procédé, parce que là, on a 450 pages d'album, là, on s'aperçoit qu'on peut facilement s'embourber et plus voir la fin, parce qu'on avait vraiment une date de tombée hyper précise qui disait c'est le 75e anniversaire d'Hiroshima, donc il faut que l'album soit sorti à cette date bien précise. Donc, toutes les pages qu'il fallait faire par mois sont annotées, donc on avait quelque chose de précis pendant 4 ans, vraiment se lancer. Donc, pour le procédé, je fais des petits dessins tout petits, vraiment pour jeter l'idée, vraiment pour mettre en scène. Je vais partir d'un truc qui est tout petit, comme ça ici, qui est peut-être 3 pouces de haut, faire la narration. On arrive un petit peu plus grand, où est-ce que là, on commence à reconnaître les personnages et tout ça. Évidemment, c'est toujours à partir du scénario qu'on offre. Là, on voit Einstein qui accueille Léo Szilard, un autre scientifique, puis il y a une conversation. Donc, je précise à chaque fois, c'est comme si à chaque fois que je faisais une nouvelle page, je partais d'un truc tout petit, puis il était facile à corriger pour aller vers quelque chose d'un peu plus grand, pour ensuite aller encore plus grand, préciser, après ça, la finaliser à l'angle de Chine. Donc, il y a toujours ce processus-là qui arrive de quelque chose qui est toujours un petit peu flou, un petit peu tout petit, un petit peu sketché en bon français pour vraiment aller vers quelque chose au final qui va être vraiment clair, précis, vraiment dans l'ordre de ce qu'on veut dire comme narration. Ça, c'est un petit peu accéléré, mais ça, c'est le processus d'ancrage. Je travaille de façon traditionnelle avec plumes et pinceaux trempés dans l'encre de Chine. C'est presque plus en mode maintenant parce que beaucoup de gens travaillent au numérique. Mais je ne sais pas, c'est peut-être mon âge qui veut que je suis trop habitué avec les outils traditionnels. Ça serait peut-être trop long d'apprendre à faire, à devenir, à arriver au 21e siècle. Je ne sais pas. Là, on voit ici où est-ce qu'on développe un dessin. C'était un peu une allégorie, parce qu'on parlait
évidemment de l'uranium qui était dans l'histoire du monde, qui était une découverte scientifique. Parce qu'on prend le point de vue de la science, on prend le point de vue des scientifiques. Parce qu'il est arrivé, c'est que ça défile quand même vite, je m'excuse. On va arriver à contrôler tout ça. Impossible. Bon, ce sont les scientifiques qui, en fin de compte, fuyaient le nazisme, qui fuyaient le fascisme, qui sont arrivés aux États-Unis, qui, en fin de compte, ont réalisé que la science était rendue à un certain point où est-ce qu'il c'était possible que Hitler ait la bombe. Donc, on fait pression sur le gouvernement américain pour partir le projet Manhattan. On parle toujours du projet Manhattan comme étant un petit peu la genèse de la bombe, mais nous, on recule un petit peu à l'arrière pour voir que c'était... il y a un petit côté international à tout ça. C'est vraiment à partir de la pression fasciste de l'Europe, les gens qui immigraient là-bas pour fuir cette oppression-là, qui ont vraiment poussé à ce que les Américains arrivent à faire la bombe. Encore un exemple de processus où est-ce que certains croquis sont jetés un petit peu plus rapidement, et après ça, on reprécise. Bon, je l'ai mis sur l'autre sens, et tout ça pour vraiment finaliser. Puis, autrement dit, pour faire simple, c'est pas du dessin qui apparaît du ciel puis qui tombe sur la page. Il y a du boulot en arrière de ça. Puis c'est ça que ça donne 441 planches plus couverture de BD qui finit dans un album. Ça, c'est 4 ans de travail seulement pour le dessin. Voici la couverture. On a essayé toutes sortes de trucs. Parce que comment faire une couverture sur une bande dessinée de la bombe atomique sans représenter le champignon? J'ai essayé de toutes les manières, parce que le champignon atomique, on l'a vu partout, on le voit toujours. J'ai essayé avec la bombe elle-même, mais ce qu'on m'a dit, c'est que ça ressemblait trop à une cravate. Donc, on s'est dit, la couverture de la cravate, on oublie ça, ça ne fonctionnera pas. Donc, je me suis rabattu sur le champignon. Bon, il faut communiquer avec ça quand même. Ici, c'est un essai, justement, je ne sais pas si vous vous rappelez de la couverture. Je me suis inspiré d'une photo de Robert Oppenheimer, qui était le chef scientifique du projet Manhattan, pour faire la couverture. Ça, c'est une photo de lui qui était dans Life Magazine. Puis, pour moi, c'était comme un symbole de l'humain qui allait vers une science, qui allait chercher la recherche. Parce qu'il faut penser que les scientifiques, eux, sont un peu dans le bulle, un peu comme un dessinateur de bande dessinée, puis ils ne se rendent pas tout à fait compte des conséquences que peuvent avoir leurs recherches. Là, il y avait un but précis, c'était d'arrêter Hitler, mais en même temps aussi, il était dans leur désir de recherche. D'une autre façon, c'est aussi de dire que la recherche va se faire d'elle-même parce que l'être humain est curieux. Puis c'est simplement qu'après ça, il faut contrôler la façon dont on utilise la science justement pour pas que ça soit simplement à des fins guerrières. Parce qu'il ne faut pas oublier que cette recherche-là aussi a amené à la médecine nucléaire, à l'énergie nucléaire, qui a du bon et du mauvais, mais qui reste que la recherche a été très utile. Là, on arrive tout près de ce que j'ai réalisé avec la couverture. Puis ça, c'est la prochaine jaquette de la prochaine édition de la bande dessinée, parce que on est rendu maintenant à 90 000 copies vendues. Puis là, il va y avoir une nouvelle édition pour les fêtes. On s'attend à ce que ça monte à 150 000 copies. On va imprimer 150 000 copies. Ce qui est exceptionnel. Puis que moi, personnellement, j'ai beaucoup de difficulté à comprendre pourquoi. Mais je suis peut-être trop près de la chose pour dire, bon, il n'y a pas d'explication.
Mais bon, je ne serais pas là à me plaindre de ça non plus. Ensuite, bon, maintenant on arrive dans le vif du sujet, à mon avis, parce que c'est ça qui m'a poussé à accepter vraiment le projet, parce que pour moi, c'est la véracité historique qui était importante pour moi. C'était pas faire une BD qui soit divertissante, qui se base sur l'histoire, mais qui la trafique un petit peu juste pour rendre ça intéressant. Je voulais vraiment que, bon, on ait un esprit un peu de scientifique, où est-ce qu'on explique qu'est-ce qui s'est passé, puis qu'est-ce qui a poussé les gens à aller vers cette recherche-là, mais en même temps qu'on n'essaye pas de divertir en rendant la chose un peu plus dramatique. Tout ce qui est dans l'album est véridique, sauf peut-être la famille japonaise, où est-ce que, bon, pour des raisons pratiques, on a inventé une famille, mais tous les personnages qui sont illustrés là-dedans, c'est des personnages réels avec des situations réelles. Même les blagues, les anecdotes sont réelles. Évidemment, il faut mettre un peu en scène, mais pour ce qui est de la science, on avait un ami physicien qui nous a un petit peu fait un cours de science 101, puis qui nous a corrigé sur bien des aspects. Donc, la fission atomique, tout ça, je ne serais pas capable de vous l'expliquer, mais les éléments qu'on nous a donnés pour vraiment l'expliquer, ça a été suffisant pour que ça soit vrai dans l'album. On arrive ici, un exemple de scénario que je pouvais recevoir. On nous fait une petite description avec un petit peu de dialogue et avec une image, peut-être deux pour se situer. Ce qui est particulier dans ce cas-là, c'est que c'est la première pile atomique qui a été construite. Et cette pile-là n'a jamais été photographiée parce que c'était top secret. On ne pouvait pas. Donc, il y a eu des illustrations. Mais comment se fier à des illustrations pour essayer de traduire quelque chose qui va être plus ou moins réaliste? Surtout quelque chose qui semble assez complexe comme ça. Donc, ce que j'ai fait, on me dit que ça a été fait dans une cour de squash, un court de squash, en dessous de l'Université de Chicago. Ça, donc, c'est en pleine ville. On construit la première pile atomique en dessous d'une ville et on y va, on ne sait pas trop qu'est-ce que ça va donner, puis s'il va y avoir réaction en chaîne, puis si on va être capable de la contrôler. Mais moi, ce que j'avais besoin, c'était un petit peu une échelle. Donc, c'était un cours de squash. J'ai dit, bon, il y a des mesures, on peut y arriver. Je suis donc allé sur Internet et il y avait des modèles 3D de cours de squash. Donc, j'avais cette échelle-là. Donc, toute cette pile-là, c'est moi qui l'ai bâtie en 3D simplement pour avoir les angles de vue que j'avais besoin et essayer d'être le plus vrai possible. Les personnages-là sont simplement là pour donner les proportions. Ce qui m'a donné une deuxième étape, vous voyez, c'est le même modèle 3D, mais sous un autre angle. Et là, j'ai commencé à ajouter des personnages. Donc, c'est la partie numérique un petit peu de mon travail sur cette bande dessinée-là. Sinon, c'est seulement que les bulles qui vont être au numérique. Donc, voici le final. Évidemment, il a fallu tricher un petit peu parce qu'il y avait une grande toile de caoutchouc qui recouvrait tout ça, donc on n'aurait pas vu tout simplement la pile atomique. Mais c'était savoir à quel point c'était un peu improvisé comme truc. Et le système de panique, si on peut dire, s'il perdait contrôle de la réaction en chaîne, il y avait une corde qui partait de la rampe en haut, qui descendait jusqu'en bas vers un levier qui allait fermer la vanne, si on peut dire. Puis il y avait un assistant avec une hache. Si jamais il perdait contrôle de la réaction en chaîne, il coupait la corde. Puis là, c'était censé s'arrêter. Donc, on peut voir qu'en dessous d'une ville, essayer des trucs comme ça, on ne réalisait pas comme aujourd'hui qu'est-ce que ça pouvait être. Là, on voit justement une partie du processus. Albert Einstein qui a fait la pression sur le président Roosevelt pour partir le projet Manhattan. Mais en fin de compte, nous, on recule un petit peu parce que c'est le professeur Szilard qui a fait pression sur Einstein pour qu'il fasse la lettre, parce qu'Einstein, c'était une star même à l'époque. Puis Szilard et Einstein, à l'époque où ils étaient en Allemagne,
il avait déposé une patente pour un nouveau modèle de frigo. Donc, il se connaissait bien. Je crois aussi que c'était son directeur de thèse. C'est là qu'il faut faire attention aussi à la documentation qu'on utilise, parce que ça, beaucoup de gens connaissent cette image-là de Léo Szilard qui propose la lettre à Einstein pour qu'il puisse laisser signer. Mais ça, c'est une photographie d'un film qui a été fait après la guerre pour expliquer tout le processus. Donc, bon, jusqu'à quel point on peut dire qu'il était là, habillé comme ça, bon. Donc, il y a une véracité historique, mais il y a des limites à ce qu'on peut trouver. Ici, j'ai fait un oscilloscope comme ça, puis on a eu des longues discussions à savoir si c'était vraiment représenté comme ça, jusqu'à temps qu'on trouve le papier scientifique qui montrait une photo de l'expérience elle-même. Donc, ça a été corrigé dans une édition subséquente. Ça, chaque nouvelle édition, si vous voulez vraiment être précis sur le côté histoire, vous prenez la plus récente. À chaque nouvelle édition, on corrige des petits machins. J'ai même réussi à faire conduire des Britanniques sur le côté droit de la route. Donc, ça a été corrigé plus tard. Là, la documentation, encore là, c'est fou, parce qu'on parle de Los Alamos, on voit le paysage un peu désertique et tout ça. Mais en 1943, ils sont 1500. 2 ans plus tard, ils sont 5700 personnes sur le site. Donc, il faut faire un petit peu une extrapolation de tout ça. On a un petit plan, tout ça, mais sans savoir trop comment interpréter la documentation. Ici, c'est le camp principal, le lounge. Puis là, c'est un petit peu moi qui ai fait des flèches pour dire, ben, ces fenêtres-là ou ces endroits-là, ça correspond ça à l'extérieur. Il faut aller jusque-là pour réussir à être le plus précis possible pour donner l'impression que, en fin de compte, c'est vraiment qu'on a poussé le truc au point où est-ce qu'on s'est dit, non, c'est établi, c'est comme ça que ça s'est passé, même si le lecteur ne verra pas 90% de tous ces détails-là. Pour nous, c'est important d'aller jusqu'au bout du processus. Donc, c'est mon interprétation de Los Alamos avec tous les photos qui existaient, mais probablement que quelqu'un qui a été là verrait que non, c'était sans doute pas exactement comme ça, mais à un moment donné, qu'est-ce qu'on peut faire? On ne peut surtout pas se fier au cinéma pour nous dire qu'est-ce que pouvait avoir l'air Los Alamos, parce qu'eux autres aussi improvisaient selon le budget. Dans la documentation, même des trucs un petit peu qui peuvent sembler un petit peu farfelus comme ça ici, s'avère, oui, c'est, il y avait un professeur qui s'amusait justement avec un squelette dans un truc de plastique comme ça. Donc, ce qui peut apparaître comme une blague dans l'album, c'est souvent vrai. Ici, c'était à Prague, la fameuse horloge. Hitler donne une conférence. Puis, les Tchèques, quand ils nous ont dit on veut faire la traduction de cet album-là, ils ont dit par contre, il faut changer une case. Parce que Hitler n'a pas fait son speech devant l'horloge, il l'a fait au château. Donc, dans une édition subséquente, j'ai corrigé cette case-là. Donc, encore une fois, la dernière édition, c'est peut-être la plus historiquement correcte. Bon, le choc culturel, ça c'est nous un peu qui arrivons au Japon, parce que l'éditeur a eu l'amabilité ou peut-être l'intelligence de nous aider à faire quelque chose qui était correct. C'est là qu'on a rencontré Seiji, qui a été notre guide pendant tout le voyage. On est resté en contact avec lui. Ça a été vraiment précieux parce que savoir que Hiroshima était une ville vraiment moderne jusqu'à un certain point, c'était difficile à comprendre seulement qu'avec des photos un petit peu floues, parce qu'on se retrouve souvent avec des photos qui vont dater de 1910, quand on va présenter 1938, c'est pas facile. Ça,
C'est le grand-père de Seiji qui est mort à Hiroshima, qu'on a tenu à représenter dans la bande dessinée. Donc, on le voit justement dans une image. Puis, c'est sa mère, elle avait peut-être 15 ans à l'époque, puis quand il sentait qu'il y avait des bombardements, il les envoyait, les jeunes, à la campagne. Donc, la veille, il était à Hiroshima, le lendemain, ça a explosé, puis elle est encore vivante, puis elle nous a aidé à régler certains petits détails de Hiroshima d'avant la guerre. Donc, tout ça, là, on est dans les archives du musée de la paix à Hiroshima. On a vraiment été jusqu'au bout de ce qu'on pouvait aller. Puis c'est là que, pour ça que pour moi, un truc comme ça, c'est très important parce que quand on fait un Google, ben tout se mélange. Puis le champignon de Nagasaki et celui d'Hiroshima ont des formes différentes. Ça peut paraître anodin, mais pour moi, c'est vraiment, vraiment important. C'est pour ça que quand on arrive à quelque chose comme ça, moi je peux me dire, bon ben, peut-être que les gens ne le verront pas, mais moi, ça m'aurait agacé d'avoir le mauvais champignon. Parce que peut-être que, justement, là on parle d'une traduction possible au Japon, puis peut-être que ça va tiquer comme les Tchèques n'ont pas aimé de voir Hitler devant l'horloge. Donc, pour nous, c'est le peu de critique qu'on peut avoir sur le côté historique, c'est en fait une confirmation qu'on a peut-être fait notre boulot. Ouais, ça va trop vite encore. On voit encore Kazuo, qui était le copain de Didier, le copain d'enfance, qu'on a représenté dans la bande dessinée aussi. C'est le personnage principal japonais. Donc, pour nous, c'était comme rendre un petit hommage à Kazuo. Là, c'est encore sur place où est-ce que toute cette documentation-là qu'on a réussi à avoir là ne se trouve pas nécessairement sur Internet. Donc, tout voir un peu comment l'espace, comment se distribuait tout. Être sur place, c'est pas pareil. Bon, bref, hein, on s'entend. Parce qu'il fallait interpréter un paquet de choses. Ici, bon, pour l'anecdote, ça, si on était dans une école, ça, c'est les gens après l'explosion qui retournaient à l'école et écrivaient des messages à ceux qui étaient disparus pour dire, ben, on peut se retrouver à tel endroit ou quelque chose de même, parce que, évidemment, les familles étaient un peu séparées, la bombe, c'était un peu fou, évidemment. Mais c'est assez impressionnant d'arriver devant des choses comme ça. Là, on est devant la construction de la bande dessinée, où est-ce qu'on fait naviguer nos personnages au travers de la ville. Le scénariste a été jusqu'à nous dire quel quartier, quel pâté de maison le personnage devait passer pour se rendre à l'école, je crois. Donc, il fallait vraiment interpréter tout ça pour arriver à faire sentir le Hiroshima de l'époque. Ça, je vous montre ça parce que c'est une erreur qu'un Nord-Américain peut faire facilement, parce que c'est une photo d'Hiroshima d'avant la guerre. Mais quand on arrive pendant la guerre, les femmes ne portaient plus de kimono, parce que c'était le luxe et l'ennemi du patriotisme. Je ne me souviens plus c'est quoi la maxime. Donc, elle est habillée différemment, donc j'ai dû corriger un paquet de dessins que j'ai fait comme ça. Je vous ai ajouté une petite photo avec des masques, parce que je trouvais que c'était peut-être approprié. Mais tout simplement pour dire que c'est pas d'hier non plus. Encore une fois, une petite partie du processus, on voit du plus petit au plus grand, mais c'est là que nos amis japonais pouvaient nous dire attention, là il y a un paquet d'erreurs dans ce truc-là. Puis on s'est dit, ben oui, mais quoi? Moi je me suis servi de documentation, je me suis servi de on voit, on peut, bon, la radio, ces trucs-là, ces machins.
On nous a dit, des tatamis, ça ne se pose pas n'importe comment. Donc, il y a un ordre, il y a une façon de disposer des tatamis qui est très particulière. Donc, nous, en tant que Nord-Américains, Européens, on ne pouvait pas comprendre ces choses-là. Puis c'est là que, par respect pour les gens d'Hiroshima, il faut faire le plus d'eau chaud. Puis, il faut comprendre que sur 441 planches de BD, ça commence à faire beaucoup, mais c'est là que la passion prend le dessus. Puis, on en ajoute. Là, c'est un veuf, et c'était la photo de la défunte. Puis là, il y a quelqu'un qui nous a dit non, probablement que la photo, c'était une photo en pied, des photos en close-up. Non, c'était pas tellement approprié pour ce genre de truc-là. Ce que nous, on n'aurait pas pu réaliser. Donc, c'est tout ce genre de travail-là qui s'accumule. On voit ici le père qui accueille son fils qui revient de la guerre. Et nous, en bon Européen, Nord-Américain, on fait faire de la collade. Et on se fait dire, non, pas vraiment, le respect père-fils, ça aurait été plus le salut. Puis, on le fait vraiment pour, comme je disais, par respect pour les gens qui l'ont vécu, mais en même temps pour le côté de la véracité historique aussi, la véracité culturelle. Là, bon, l'interprétation de la documentation, là, à Hiroshima, je me suis acheté une carte d'avant la guerre. Puis ça, ce qu'on voit ici, c'est ce qu'on appelle le pont zéro, c'est le pont qui était la cible pour l'avion qui allait lâcher la bombe. Et le seul problème, c'est que c'est une photo d'un petit peu avant. Les deux sections de pont qui sont en bas ici étaient enlevées à cette époque-là. Donc, il n'existait plus au moment de la bombe. Ça fait qu'on a beau avoir une belle documentation, mais s'il n'y a pas quelqu'un pour nous avertir qu'on fait fausse route, c'est une photo, je crois, de 1915-1920. Donc, on peut facilement faire des conneries. Là, ici, c'est une portion du travail. Je ne sais pas si ça va partir. Ouais. Donc, c'est bête, mais il y a une partie que c'est du travail de moine qui est un peu abrutissant, je vous dirais. Mais c'est là qu'on appelle les copains, puis on écoute la radio ou un truc comme ça, parce que à un moment donné, petite maison par petite maison, ça commence à faire beaucoup. C'est curieux, là, la vidéo est l'envers. Puis ça devrait nous donner ça ici, qui va être la jaquette de la prochaine édition. Donc, voici, c'est Hiroshima, comme on voit les deux petits ponts, les deux petits segments de pont ne sont plus là. Mais je ne peux pas résumer non plus que tout est factuel. Encore une fois, il faut se fier à des photos un peu floues pour essayer de refaire le portrait, pour ensuite arriver, bon, ben là, c'est Hiroshima après la bombe. Ce qu'on constate, c'est que toutes les maisons habitées, toutes les résidences étaient en bois, donc tout a été soit soufflé ou brûlé. Tout ce qui a résisté, c'est tout ce qui était en béton. Okay? Donc, on a des banques, on a une école, on a le fameux dôme. Donc, tout ça est resté un peu comme des musées, mais moi, il fallait que je reconstruise la ville. Et ça, c'est pas évident. C'est pas évident. On recommence beaucoup de fois pour ça. Mais bon, si jamais il y a des erreurs, bon, il reste qu'il n'y a peut-être pas grand monde qui peut mettre le doigt sur l'erreur. C'est ce qu'on espère, qu'au moins on donne l'impression de réalisme, si on ne peut pas tout avoir l'information qu'il nous faut. Là, on voit la fameuse rue avec la banque où on va finir par voir la silhouette de la personne qui a été... donc, il faut réinterpréter. Ça, c'est la même scène, c'est la même banque avec les mêmes buildings, mais après la banque. Donc, il faut utiliser tous ces trucs-là pour ensuite arriver avec ça. Okay, c'est encore une interprétation de ce qui est arrivé. Là, pour l'anecdote, ça c'est un petit peu différent parce que vous voyez, il y a des tons de gris dessus, mais c'est parce que l'édition américaine va avoir des tons de gris ajoutés au noir et blanc
c'était un choix qu'ils ont fait. Donc, ça a été mon projet d'été, de reprendre toute la bande dessinée et faire des tons. Donc, encore une fois, c'est utiliser tous ces documents un peu disparates pour essayer de refaire le portrait de ce que pouvaient être les résultats de la bombe. Puis, il faut penser aussi que ça, c'est peut-être 2 mois après l'explosion. Mais moi, c'est ça que j'ai à représenter parce que c'est les résultats directs de l'explosion. Ça a été difficile, je vous dirais, parce que là, on arrive dans l'horreur pure. Puis, c'est là que j'ai été vraiment content de faire l'album en noir et blanc. Parce que ça aurait pu être un petit peu trop proche d'une vision qu'on veut réaliste, mais en même temps qu'on ne veut pas tomber dans le film d'horreur, que ça devienne gratuit. On a une certaine distance avec le sujet, avec le noir et blanc, qui nous permet de comprendre ce qui s'est passé, comprendre la réalité, mais en même temps, pas aller dans le sensationnalisme. Ça, c'était bien important pour nous. Ici, bon, on arrive aussi avec un élément d'histoire où est-ce qu'il faut faire attention avec le narratif qu'on nous a donné avec la bombe depuis, OK? Parce qu'on a raconté et raconté l'histoire, souvent avec des billets historiques, où est-ce que, ben, c'est affreux, la bombe, mais on se remet mal dans le contexte où est-ce qu'on devait arrêter Hitler. Ensuite, les Américains l'ont utilisé dans leur narratif pour arrêter la guerre au Japon. Mais il reste que tout ça est très complexe, mais on utilise des anecdotes comme ça ici. Pendant que l'avion, le B-52, partait pour aller larguer la bombe, le général Groves, qui était en charge du projet Manhattan, c'est un projet de 4 milliards de dollars, au taux de l'époque. Okay? Lui, il devait attendre dans son bureau pour avoir des nouvelles. Puis, il était joué au tennis. Puis, ce qu'on dit dans le narratif commun, c'est que c'était tellement une désinvolture de larguer quelque chose d'aussi meurtrier que lui, il s'en foutait comme lui. Il était allé jouer au golf. Mais c'est simplement qu'il s'en pouvait plus. Lui, il attendait des nouvelles. Cette seule bombe-là pouvait dire si les 4 ou 5 ans de travail et puis les milliards de dollars allaient porter fruit. Donc, lui, il dit non, je ne peux pas rester inactif. Il est allé jouer au tennis. Donc, des fois, on se sert d'anecdotes comme ça pour pencher vers un biais qui est comme anti-américain. Puis nous, ce qu'on a voulu faire, c'était justement pas être ni anti-américain, ni anti-japonais. Il y a des bons et des méchants partout. Okay? Comme disait Didier, le scénariste, il y a à boire et à manger pour tout le monde. Donc, les Japonais étaient dans une guerre de conquête. Il y avait les Russes qui en avaient fini avec les Allemands, qui descendaient vers le sud. Donc, tout ça qui se mélange ensemble, ça complexifie un petit peu l'histoire. Puis simplement, parler d'une anecdote comme celle-là, ben, on tend à dire, bon, ben, les Américains, les autres, ils voulaient simplement larguer une bombe et vraiment y aller de façon un petit peu génocidaire. Ça a eu les résultats que ça a eu. On peut en discuter longuement des résultats, mais si on ne met pas tous ces petites anecdotes-là en contexte, ben on fausse un petit peu le débat. C'est ce qu'on voulait éviter. Donc, autant qu'on pouvait, on a essayé de rester le plus neutre possible, de ne pas prendre parti. Bon, on voit la fameuse marque de la victime qui était assise sur les marches. C'est ça, en fin de compte, avec quoi on termine l'album, mais c'est ça aussi qui a fait en sorte que Didier s'intéresse au sujet puis qu'on réussisse à faire un album comme celui-là.
Ça, c'est simplement pour vous parler des dangers aussi de la documentation chez Google. Je ne sais pas s'il y a des gens qui ont déjà vu cette photo-là, mais ça, c'est un faux. C'est un artiste dans les années 80 qui voulait faire un coup d'éclat, je ne sais pas quoi. Donc, si on n'est pas prudent, ben, on peut se retrouver justement à utiliser de la mauvaise documentation. Donc, c'est ça. Bon, oui. Pour finir, ben, peut-être qu'on ne s'est pas si mal débrouillé parce que là, on attend 15 traductions d'albums, dont 4 qui ont déjà été faites, et peut-être aussi on parle d'une traduction japonaise bientôt. Et voilà, c'est pas mal ce que j'avais en banque sans trop d'expérience. Donc, si vous avez des questions, s'il y a des trucs que j'ai manqués, là, c'est le temps de me lancer ça parce que je suis prêt. Bonjour. D'abord, félicitations. Merci. Je l'ai vu sur Facebook. Je m'appelle Alain Vézina, enseignant en cinéma au Cégep de Saint-Jérôme. Ah oui? Oui. Tantôt, vous avez dit que vous êtes un peu méfié de ce qu'on pouvait retrouver au cinéma et tout ça, mais est-ce que vous êtes allé voir du côté, d'entrée de jeu, est-ce que vous êtes un peu, vous connaissez Genzo Oshima, est-ce que vous êtes inspiré un peu de ce qui avait été fait, ou des films comme Pluie Noire, par exemple? C'est-à-dire que c'est presque comme si j'avais fait attention de ne pas le faire, OK? Parce que des fois, tu peux, de mémoire, mélanger de la fiction avec la réalité. Par exemple, Genzo Hiroshima, qui est une bande dessinée, est fort parce que ça a été écrit et dessiné par un survivant d'Hiroshima. Si on prend la première version qu'il a fait, qui faisait peut-être une quarantaine de pages, et la version longue qu'il a faite plus tard, il y a des différences aussi. Il a dramatisé certains trucs. Puis c'est là aussi qu'on s'est aperçu que son interprétation du côté américain de la bombe était très faussée. Il y avait Einstein qui était carrément sur le site des essais atomiques, quand Einstein a lui-même été un petit peu poussé en dehors de la recherche parce que les militaires se méfiaient un petit peu d'un Européen, même un Allemand qui arrivait, l'origine juive, tout ça, c'était louche. Donc, Einstein a carrément été mis de côté pour le projet Manhattan. Mais c'est lui qui reste l'emblème de la recherche atomique. Puis quand on voit justement Genzo Hiroshima, c'est là qu'on se dit, oh, attention. Puis, il y a eu la série Manhattan aussi, puis tous ces trucs-là. Je suis passé assez rapidement là-dessus, okay? Parce que c'était justement pas l'influence que je voulais avoir. Okay? Donc, pour moi, c'était important d'être encore plus prudent parce que c'est un petit peu se faire raconter un accident par quelqu'un d'autre qui a vu quelqu'un, son beau-frère, qui a rencontré. Bon, l'histoire se déforme toujours. Donc, essayons d'aller à la source. Okay? Mais c'est ça. Puis, j'encourage les gens aussi à un scepticisme par rapport à ce qu'on a fait. OK? Parce que je ne dis pas qu'on a raison non plus, mais au moins l'intention était là. Puis si on peut le corriger, que ce soit Hitler à Prague, ben on va le faire. Mais il est arrivé aussi que j'avais représenté une Jeep. Ça se passait en 1939. Puis il y a quelqu'un qui nous a dit « Ouais, mais ce modèle-là est sorti en 1941. » Là, non, j'ai pas été jusqu'à corriger la Jeep. Là, sur une année comme ça pour la Jeep, tout ça, non, là pour moi, c'était un petit peu limite. Oui? Oui, bonjour. Alors, moi aussi, je vous offre mes félicitations. Merci. On s'en parle à chaque festival de BD de votre travail. Que je trouve admirable. Merci encore pour le cadeau que vous avez fait à mon fils en octobre dernier. Il était ravi, ses yeux brillaient et on était vraiment sensibles à ce travail d'artiste que vous avez fait et de documentariste. Il y a deux choses qui, je suis encore plus impressionnée
après avoir entendu ce que vous venez nous raconter, parce que le travail factuel est incroyable de ce que vous dites. Alors, il y a deux choses qui m'ont titillé. Dans cette obsession factuelle, de voir vous corriger chaque planche qui peut avoir un petit détail qui n'est pas tout à fait historique, est-ce qu'avec l'éventuelle traduction japonaise, vous attendez à avoir à corriger encore quelques... Ben, j'espère presque, parce que moi, je le fais pour les lecteurs. Puis, quand on arrive nous-mêmes devant une interprétation, par exemple, il y a eu un film dont le nom m'échappe, donc voilà, où est-ce que c'était la prise d'otage iranienne sous Carter, où est-ce qu'on a fait sortir les otages, puis c'était des Canadiens qui avaient fait sortir les otages en faisant une pirouette. Ben, dans le film, tout à coup, ça devenait des Américains. Ça, en tant que Québécois, moi, ça me heurte un petit peu. Donc, j'imagine que les Japonais aussi s'attendent à être, pourraient être heurtés s'il y a simplement des petits détails qui sont « Ah, ben ça y est, là, eux autres, ils veulent nous dire comment il faudrait vivre » ou quelque chose comme ça. C'est le genre de truc que moi qui me fait peur, puis j'aime autant le corriger. J'aime autant le corriger d'avance. Ça a déjà été vu, ce que j'ai compris, ça a déjà été vu par des gens de culture japonaise, à faire des tatami, oui, mais il peut toujours y avoir des choses encore. Oui, mais c'est peut-être aussi pour ça que les éditeurs japonais hésitent à publier un truc comme ça, parce que sans pouvoir le lire, parce que, tu sais, on peut toujours, entre Européens, Britanniques, Américains, on lit un peu d'anglais, puis tout ça, puis bon. Mais pouvant pas le lire, puis constater vraiment que nos intentions étaient pures, que c'est là qu'il y a peut-être des hésitations, parce que c'est clair que même inconsciemment, on peut avoir des biais qui sont malheureux. On ne sait jamais, mais pour nous, on fait ça de bonne foi. Oui, on le fait de bonne foi, mais... C'est différent de la langue que des fois, ce qu'on ne Exactement. pense pas qu'il pourrait être choquant, le devient pour eux. Là. D'ailleurs, parlant de traduction, vous faisiez une troisième question, je n'ai pas encore posé la deuxième, mais je voyais que l'italien c'était fait, je sais que les Italiens sont très férus de bande dessinée. Pourquoi est-ce que ça arrive avant l'anglais? C'est étonnant de la part de... Chacun des éditeurs dans chacun des pays va à son rythme. Okay. Les Américains, on a signé, je crois, l'automne dernier, mais là, ils voulaient des extras en gris ou des choses comme ça. Mais chacun des pays aussi, il va sur un récit comme ça qui est choral. Les Italiens, un des scientifiques principaux, c'est Enrico Fermi, prix Nobel et tout, qui a vraiment fait avancer la physique nucléaire. Donc, pour eux, il y a un intérêt local aussi. Okay? Donc, c'est peut-être pour ça qu'on a une tradition tchèque, la Norvège et tous ces pays-là ont tout à coup un petit intérêt aussi vraiment à le publier. Donc, en même temps, comme nous, on voulait être le plus balancé possible, puis pas essayer de faire des bons et des méchants, ben peut-être que justement ces gens-là vont dire, ben oui, il y a peut-être moyen de faire œuvre utile avec celui-là. C'est un beau travail universel, j'ai l'impression que vous avez fait là. C'est tout un honneur d'en être le dessinateur, j'imagine. Oui. Dernière question, si je peux me permettre, plus personnelle, ça a eu en fait les larmes me sont venues aux yeux. Je suis allée à Hiroshima, j'ai vu et j'ai été bouleversée. Et vous avez dit que ça a été difficile de dessiner ça. Et je me suis dit, en tant que créateur, vous avez construit Hiroshima et là, vous avez dû la détruire et revivre cette horreur-là. Humainement, comment vous avez vécu ça? Ça a été difficile, mais aussi littéralement transformateur, parce qu'on passe au travers. Faut dire que tout le voyage à Hiroshima s'est fait un petit peu plus tard, vers 2018, au moment où on avait beaucoup avancé le bouquin, mais on gardait tous les éléments japonais un peu pour la fin, pour vraiment attendre d'être bien documenté. Donc, on l'a fait vraiment un peu plus d'un bloc.
Puis, en ayant été à Hiroshima, en voyant la rivière, où est-ce que tu dis, il y a 75 ans, il y avait des centaines de corps qui flottaient devant nous, c'est dur. C'est dur, surtout quand on est là pour les commémorations aussi. Le souffle des événements nous rejoint. Là, quand on arrive pour la reconstruire, c'est comme un prélude qui est pas trop difficile, parce qu'on parle des gens qui sont dans une situation qui est difficile, bon, ils sont en période de guerre, mais il reste qu'ils ont des espoirs, ils ont une vie. Bon, c'est quand on arrive au moment où est-ce que la bombe tombe, où est-ce qu'on réunit tous ces personnages-là qu'on a mis un petit peu partout, la mère avec sa fillette, avec le tricycle, puis tout ça. C'est là que moi, je suis arrivé devant ça, puis j'ai dit, je crois que je vais dessiner l'épilogue avant. Parce qu'en plus, il fallait que je fasse la recherche sur la représentation des victimes, qui est pas évidente, parce qu'il faut comprendre que ça a été un grand souffle, mais ça a été un grand incendie après. OK? Donc, tout brûlait autour d'eux, selon le périmètre où ils étaient. Donc, tout le monde était complètement assoiffé. Les gens se jetaient à la rivière. Les gens se jetaient dans des citernes qu'on utilisait en cas de feu. Et les gens s'empilaient à dizaines comme ça. C'était absolument horrible. Ensuite, les victimes qui étaient là puis qui étaient encore complètement sonnées, je recule un petit peu dans le temps. La bombe, quand elle est tombée, c'était un ciel bleu sans nuages, mais l'effet de la bombe elle-même a créé un grand nuage. Il s'est mis à pleuvoir après. Ça a vraiment tout bouleversé le système de météo pour cette petite région-là. Il s'est mis à pleuvoir. Mais ce qui arrivait, c'est que cette pluie-là était pleine de cendres. Cette cendre-là était radioactive. Et comme les gens n'avaient pas d'eau, ils buvaient carrément ce qui tombait. Et c'est en grande partie ceux-là qui ont souffert de la radiation. Et parce que ceux qui étaient proches du souffle, ça a été presque instantané. Donc, c'est toutes ces choses-là que tu dois absorber pour comprendre l'histoire, pour la rendre. Et c'est là que le noir et blanc est utile, parce qu'il y a un genre de recul. J'ai fait quelques planches qui étaient un petit peu plus allégoriques, okay, parce qu'il y avait des victimes brûlées carrément, mais qui étaient encore vivantes, où est-ce que la peau se détachait et pendait carrément au bout des doigts. Il y avait des victimes, par exemple, qui se trouvaient à être devant une fenêtre au moment où la bombe explosait, qui étaient criblées d'éclats de verre. C'est épouvantable, c'est affreux, mais comment représenter ça en bande dessinée sans tomber dans le film d'horreur gratuit et sans non plus vouloir effacer les événements, parce que il faut aller jusqu'au bout des conséquences, là. Il faut rendre le message jusqu'au bout. Donc c'est là qu'on y voit de façon plus allégorique, parce que les éléments sont là, mais il n'y a pas une narration vraiment brute, où est-ce qu'on voit les détails un petit peu plus choquants, un petit peu plus durs. Donc, cette manière de représenter les choses, par exemple, les cadavres qui brûlaient, pouvaient ensuite même continuer à se consumer. Donc, chaque bout des doigts d'une victime pouvait avoir une petite flamme bleue, parce que la matière adipeuse faisait l'effet de chandelle. Okay? Donc, c'est tous ces machins-là qui bousculent beaucoup, parce qu'il faut que tu ramasses toute cette information-là pour la traduire ensuite. Donc, pour moi, ça a été, après avoir été à Hiroshima, après y être retourné, puis voir la vie qui
qui est encore là. Donc, il y a tout ce mélange-là d'horreur et aussi d'espoir, parce que dans les commémorations aussi, il y a une genre bon, il appelle ça le musée de la paix, bon, tout ça. Donc, il y a ce travail de mémoire-là qui est important. On va au musée de la guerre, il y a encore des grands-mamans qui vont donner des ateliers, vont raconter leur histoire aux jeunes écoliers. Donc, il y a tout ce travail de mémoire-là qui est très important. Puis nous, on ne veut pas arriver comme un chien dans un jeu de quilles puis faire une BD. On veut prendre le sujet de façon sérieuse. Donc, il faut plonger. Puis ça, c'est là que, bon, tu sors de là un peu bousculé. Mais c'est ça, c'est plus pareil. Puis à chaque commémoration ensuite, ben, nous, ça nous reste. Cet été même, on était à souper, puis on a dit, ouais, il est 8h15 à Hiroshima. Et c'était comme, non, c'est vraiment, ça change une vie, c'est vrai, c'est sérieux. D'une façon plus globale, qu'est-ce qui vous a amené à être illustrateur de BD? Je sais que ça déborde du cadre du livre, là, ouais. Mais... Ben, c'est-à-dire que chaque personne, je pense que tout le monde qui est ici dessinait quand il était jeune. Puis moi, j'ai tout simplement pas arrêté. Vraiment, c'était un mode d'expression pour moi. C'était simplement un plaisir, comme d'autres petits garçons vont jouer au hockey. Moi, c'était ma petite table à dessin. Puis, donc, ça a été comme tout à fait naturel. Je me suis absolument pas posé de questions. Peut-être en arrivant au cégep, je me suis dit, bon, ben, il faut peut-être penser un petit peu plus sérieusement, diriger un peu plus vers l'illustration. Mais tout à coup, les marchés américains se sont ouverts aux auteurs étrangers, ensuite les Européens. Donc, j'ai tout simplement profité de cette vague-là. Mais la BD fait un peu partie de l'ADN. Mes parents lisaient de la BD. Donc, on vit dans l'univers qu'on a étant jeune. Et souvent, c'est là-dessus qu'on repart. Moi, les conseils que je donne aux parents, c'est forcez pas vos enfants à lire. Lisez vous-même et laissez les livres disponibles à tout le monde. Puis ils vont s'y intéresser, ils vont être curieux. Parce que moi, j'avais mon père qui lisait Astérix, puis il riait des blagues en latin, parce que lui, il avait son cours classique, et puis tout ça. Puis moi, tout petit, je ne savais pas lire, puis j'étais curieux, puis j'ai dit, moi, je veux participer à ce plaisir-là de lire. Puis c'est ça, ça a participé à ma formation en tant qu'auteur de BD. Ça fait partie de moi. C'est bête. Autre question? Bon, ben, je vous remercie. C'est un peu ma première expérience de conférencier. Puis, voir que vous n'avez pas trop lancé de fruits et légumes, ça me fait chaud. J'ai juste quelque chose que vous avez dit, puis qui est venu un petit peu m'interpeller. Ne pas décrire l'horreur, les Hibakusha, puis des gens qui ont été irradiés. On s'entend qu'à Hiroshima, il y a très peu de photos dans les heures qui ont suivi. Par contre, à Nagasaki, il y en a beaucoup. Il y a un photographe notamment, qui me souvient plus de son nom, qui a fait à peu près 100 clichés. Même, il est décédé une vingtaine d'années plus tard parce qu'il avait été contaminé par la radiation. Et lui, il a pris des photos vraiment, on les voit, là, c'est accessible sur le net. Puis moi, j'ai été confronté un peu à ce dilemme-là quand j'ai tourné mon documentaire Les Sœurs de Nagasaki pour Radio-Canada, puis quand j'ai publié le livre, qui a 132 photos. Puis j'avais contacté son fils à Tokyo, ce photographe, pour lui demander l'autorisation d'utiliser les photos d'abord dans mon documentaire, puis ensuite dans mon... Puis d'abord, j'ai constaté que les Japonais sont extrêmement généreux. Je pense que vous avez fait le même constat pour fournir la documentation. Je pense au musée de Nagasaki qui m'a fourni gratuitement des photographies ou quand j'avais des questions, puis on me répondait très rapidement. Même chose
parfois j'avais des questions pour le musée d'Hiroshima et tout ça. Puis, parfois je me pose la question si je n'ai pas fait une erreur, parce que quand mon film a été présenté à Radio-Canada, il a censuré quelques images qui étaient trop horribles. Mais en même temps, je me dis, ces images choquent. C'est pas tant du sensationnalisme, mais aussi c'est pour frapper les gens, les éveiller à l'horreur du nucléaire. Donc moi, j'étais un petit peu, puis quand le dessin permet d'atténuer les choses, vous l'avez dit tout à l'heure, donc l'absence de la couleur, par exemple, mais au cinéma, on n'a pas ce luxe-là. C'est direct, ça confond. Exactement. Tu sais. Donc, je me disais, votre position par rapport à ça, oui, effectivement, il ne faut pas verser dans le sensationnalisme, mais en même temps, il n'y a pas un côté bénéfique à aller montrer ces images-là. Oui, tout à fait, mais c'est que moi, je passe au travers le filtre d'un dessin de bande dessinée. Si j'avais les photos à montrer, les décisions seraient différentes. Mais là, j'interprète, OK? Puis quand on parle de bande dessinée, on parle d'un minimum de caricature, OK? Puis c'est là que ça devient dangereux parce que ce qu'on représente est une interprétation en dessin qui, dans un contexte de BD, peut être réducteur, peut justement soit tomber dans quelque chose qui est aseptisé, ou qui est caricatural, ou qui... Non, ce serait la pire erreur de faire une caricature de ces victimes-là. Puis c'est là qu'il y a plus de circonspection quand tu abordes un truc comme ça. Le choix que vous avez fait de présenter les photos, c'était le bon choix, mais moi, je devais l'aborder d'une autre manière. Puis, je dis pas que je l'ai fait de la bonne manière non plus. J'ai fait ce que j'ai pu, mais mon but premier, c'était le respect des victimes. Puis, pour moi, c'était comme ces gens-là n'ont pas le droit d'être caricaturés. Okay? Puis c'est là que toute la difficulté que j'ai rencontrée, au-delà d'avoir à confronter ces images-là, c'était de bien les représenter et souvent les suggérer. Okay? Faire en sorte que les gens se font l'image mentale des éléments qui leur manquent. Okay? Donc, pour moi, c'était plus la corde raide. Puis, j'espère seulement que, justement, le dosage a été correct. Félicitations. Dernière question. Est-ce que vous avez un autre projet pharaonesque sur les plages? Absolument pas. Le prochain projet va être... Chaque année, vous dire comment ça va. Ça va être plus petit, de un. Ça va être totalement onirique. Donc, on n'est pas dans le documentaire, mais on n'est pas non plus dans l'aventure avec des zombies, des vampires ou des machins comme ça. Mais on tombe quelque chose qui est plus dans le domaine de l'imaginaire. Parce que là, j'ai besoin d'un bol d'air, un petit retour. Puis après ça, si les projets sérieux se représentent, bien, on va y penser. Mais je ne crois pas que ça soit aussi volumineux que ça quand même. Combien d'années de travail pour ce projet? C'est, en calculant la recherche et la documentation des scénaristes, c'est 5 ans. Le dessin pur, c'est 4 ans. Oui, bien, c'est ça qu'on oublie souvent quand on voit un travail documentaire, même comme fait monsieur, c'est qu'il y a des choix qui se font qui sont obligatoirement subjectifs. Okay? Donc, il y a cette pensée-là où il faut se dire que ça va être subjectif, mais en essayant de le contrôler le plus possible. Parce que juste choisir une image plutôt qu'une autre, il y a une subjectivité qui s'insère là-dedans. Puis là, c'est là qu'on accumule le plus de documentation possible pour faire la bonne moyenne. Donc, c'est du travail de plus, mais je crois que ça vaut la peine pour un truc comme ça. Merci. Merci.
c'est appelé pied italien. Apparemment, il fallait qu'il je ne sais pas si ça a été fait.